Ma petite amie depuis 4 ans m'a quitté pour un meilleur homme choisi par sa famille. 2 ans plus tard, elle s'effondre en me voyant heureux avec mon entreprise florissante et mon âme sœur. 4 ans ensemble, et malgré tout, elle a tout laissé derrière elle. Pas pour un gars quelconque, mais pour quelqu'un que sa famille avait choisi comme étant mieux pour elle. À l'époque, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de statut. Juste la douleur d'avoir été rejeté comme si je n'existais pas. Mais le temps a une manière bien à lui de remettre les choses à leur place. Et quand elle m'a revu, elle n'a pas pu cacher le désespoir dans ses yeux. Pour poser le contexte, j'ai 29 ans et je suis un ingénieur logiciel devenu fondateur de start-up. Toute cette histoire a commencé il y a environ 4 ans, mais le vrai drame a atteint son apogée récemment. J'ai toujours su que la famille de Bianca, aujourd'hui âgée de 28 ans, ne m'aimait pas. Je n'étais pas naïf. On s'est rencontrés à la fac, elle faisait des études de gestion dans une université privée chic, tandis que moi j'étais le boursier en informatique, vivant à base de nouilles instantanées et de boissons énergétiques, en essayant de créer ce que je rêvais d'être la prochaine grande start-up technologique. C'était une rencontre un peu cliché, en réalité. Elle a renversé du café sur mon ordi portable à la bibliothèque. Au lieu de m'énerver, j'ai fait une blague débile et d'une manière ou d'une autre, ça a mené à 4 ans de ce que je croyais être un véritable amour. Ils n'ont jamais dit clairement qu'ils me méprisaient. Les Whitmore étaient bien trop polis pour ça. Mais leur regard, leur sourire condescendant, leur manie de toujours parler d'hommes réussis de leur entourage dès que j'étais dans la pièce. C'était douloureusement évident. Au début, Madame Whitmore me présentait comme l'ami de Bianca de la fac. Un ami. Après 2 ans de relation. Seigneur. Au départ, je pensais que Bianca était différente. Qu'elle voyait au-delà de ce monde de vieille fortune, de clubs de golf et d'obsession pour le statut social. Elle se moquait de ses parents, levait les yeux au ciel devant les ragots du country club. On s'enfermait dans mon petit studio, avec une fuite dégoûtante au plafond de la salle de bain que le proprio n'a jamais réparée, et on mangeait de la cuisine chinoise sur mon futon, en regardant Netflix sur un vieux PC portable tout droit sorti d'un musée. Elle disait que rien de tout ça ne comptait. Qu'elle m'aimait, moi, pas mon compte en banque. Mais à la fin, bien sûr que ça comptait. Et beaucoup. Notre appart était modeste, 3e étage sans ascenseur, dans un quartier un peu craignos de la ville. Les voisins alternaient entre disputes bruyantes et réconciliations tout aussi bruyantes, parfois les deux en même temps, à 2 heures du matin. Mais c'était notre petit coin à nous, tu vois. On avait décoré avec des guirlandes lumineuses, des posters, et une tonne de plantes grasses que Bianca adorait acheter, même si c'était toujours moi qui les arrosais et m'en occupais. J'avais un chat recueilli, Pixel, qui renversait tout sur les plans de travail mais qui dormait recroquevillé entre nous chaque nuit. Bianca disait préférer les chiens, mais je l'ai déjà surprise à lui parler avec une petite voix toute douce quand elle croyait que je ne regardais pas. Le début de la fin, ça a été un dîner de famille chez ses parents. Un de ces événements ridiculement huppés où les gens portent des montres qui valent plus cher que ma voiture. Bon, à vrai dire, ma voiture ne valait pas grand-chose, je conduisais une Honda Civic de 2008 avec un pare-choc cabossé et le voyant moteur allumé depuis des mois. Ils buvaient du vin tiré de bouteilles qui devaient sûrement avoir leur propre système de sécurité, tout en parlant de leur week-end au Hampton ou à Aspen comme si c'était aussi banal que ma lessive hebdomadaire. Bianca avait insisté pour que je vienne. Elle disait que c'était juste la famille et que ses parents voulaient vraiment mieux me connaître. J'aurais dû me douter de quelque chose quand elle m'a demandé de porter une veste. J'en avais qu'une, celle du mariage de mon cousin, 3 ans plus tôt. Elle était un peu serrée maintenant, le stress de lancer une start-up laisse des traces, hein. Mais je l'ai mise quand même. J'ai même emprunté des chaussures à un pote pour ne pas avoir l'air négligé. Mais dès qu'on a passé la porte, j'ai compris que ce n'était pas juste la famille. Les associés de son père étaient là, avec leurs fils, des hommes déjà bien établis dans la finance, le droit, l'immobilier. Le genre avec des profils LinkedIn qui ressemblent à un casting de film, diplômé Ivy League, stage chez Goldman Sachs, des parents qui tutoient les sénateurs. Tu vois le genre. La conversation coulait toute seule, stratégie d'investissement, vacances en Europe. Moi, pendant ce temps, je galérais encore avec ma start-up, sans vie sociale, vivant de nouilles instantanées, de temps en temps, me faisant un petit plaisir avec un burrito du chipotle avec guacamole, parce que j'ai du goût. Il n'a pas fallu longtemps pour que les attaques commencent déguisées en conversation polie. Tu travailles toujours sur ton petit projet techno?
a demandé le père de Bianca, en faisant tourner son whisky dans un verre en cristal probablement plus cher que mon loyer. C'est une start-up, ai-je corrigé, en essayant de garder mon calme. On est en phase de lancement, mais ça progresse bien. Je n'ai pas précisé que notre dernière réunion avec des investisseurs avait été un désastre, ni que mon associé et moi faisions des semaines de 80 heures à corriger des bugs sur le prototype. Un des amis de son père Harry. Un type aux dents parfaites et bronzé en plein mois de février. La tech est tellement instable en ce moment, non? Tu crois que ça vaut vraiment le coup d'y consacrer autant de temps? Un plan B ne ferait pas de mal. Il a dit ça avec un petit sourire, comme s'il me donnait un conseil avisé, alors que ce n'était que de la condescendance déguisée. J'ai vu Bianca se tortiller sur sa chaise, mal à l'aise. Et le pire? Elle ne m'a pas défendu. Ça, c'était nouveau. Avant, elle prenait toujours ma défense avec un mot sur ma passion pour le projet. Elle n'a pas dit un mot sur moi ni sur le fait qu'elle croyait en ce que nous étions en train de construire. Elle est juste restée là, silencieuse, à siroter son vin en fixant la composition florale au centre de la table comme si c'était l'objet le plus fascinant du monde. Et puis Adrien est arrivé. La mère de Bianca l'a présenté comme s'il s'agissait d'un prince perdu qui venait enfin de rentrer au bercail. Adrien vient tout juste de devenir associé junior chez Goldstein & Burke, a-t-elle lancé, en le poussant presque dans les bras de Bianca. Avocat d'affaires, diplômé de Princeton, droit à Yale, un esprit brillant. On aurait dit qu'elle lisait son profil Tinder à haute voix. Et pour une raison obscure, Madame Whitmore a absolument tenu à ce qu'il s'installe à côté de Bianca. Vous avez tellement de choses en commun, a-t-elle chantonné, pendant que moi, je restais de l'autre côté de la table, avec l'impression d'assister à la fin de ma propre relation en direct. Tout le dîner a été un exercice d'humiliation. La conversation revenait sans cesse sur des sujets comme la stabilité, les carrières sûres, le succès déjà acquis. Adrien parlait du bonus qu'il venait de recevoir, qui fait ça, franchement? Du condo qu'il venait d'acheter dans un quartier chic, de ses projets pour devenir associé principal avant ses 35 ans. Et moi? Je n'avais pas grand-chose à raconter. À chaque fois que je tentais de dire quelque chose, on m'écoutait 5 secondes avant de détourner la conversation ailleurs. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un dîner familial. C'était un test. Une mise en vitrine. Il montrait à Bianca les options qui s'offraient à elle, des hommes réels, avec un véritable avenir, et me plaçait en contraste, le type qui essayait encore d'avoir sa toute première chance. Il peignait un tableau très clair, ce que serait sa vie avec un Adrien, et ce qu'elle serait avec moi. J'ai à peine tenu jusqu'à la fin de cette soirée, mais le pire n'a pas été les pics subtils ou les comparaisons soigneusement orchestrées. C'était Bianca. Elle n'a pas dit un seul mot pour me défendre. Pas un seul. Au contraire, elle riait aux blagues fades d'Adrien, lui posait des questions sur son travail, semblait vraiment intéressée par ses histoires de fac de droit. Jamais elle n'avait montré ce genre d'intérêt pour ma start-up. Jamais. Ce soir-là, quand on est rentré à mon appartement, quelque chose avait changé. Elle s'est plainte de l'ascenseur en panne, ça faisait pourtant des mois qu'il ne marchait plus. Elle a commenté que la salle de bain était petite. Elle a fait une grimace quand Pixel a sauté sur le lit, ce qui ne l'avait jamais dérangé auparavant. Une semaine plus tard, j'ai eu droit à discussion. Elle n'a pas tourné autour du pot. Elle est venue chez moi après le boulot, toujours habillée avec cette tenue business casual qu'elle portait pour son job en marketing dans l'entreprise du pote de son père, un poste qu'elle avait obtenu sans même passer un entretien, mais c'est une autre histoire. Elle s'est assise en face de moi, à cette petite table IKEA qu'on avait montée ensemble en buvant du vin en briques et en rigolant des instructions incompréhensibles. La même table où on avait tant de fois dîné, joué avec des amis, eu ces longues conversations nocturnes sur nos rêves. Je t'aime, mais j'ai besoin de stabilité, a-t-elle dit. Chaque mot semblait avoir été répété. Je pouvais presque l'imaginer en train de s'exercer à ce discours devant le miroir. Je ne peux pas continuer à attendre que tu te trouves. Ma famille m'a fait comprendre que j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà arrivé. Quelqu'un comme Adrien. C'est bien ce que tu veux dire, ai-je complété pour elle. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a simplement hoché la tête, les yeux baissés, tripotant la montre de luxe que ses parents lui avaient offerte pour son dernier anniversaire. Ce n'est pas qu'une question d'argent, a-t-elle insisté, même si on savait tous les deux que c'était exactement ça. C'est une question de plan. D'avenir concret. J'aurais pu me battre. J'aurais pu supplier.
J'aurais pu promettre de changer, de trouver un vrai travail, de devenir une version de moi-même qui correspondait à la vision de sa famille. Mais quelque chose en moi s'est simplement brisé. Je me suis contenté d'acquiescer et j'ai dit « d'accord ». C'était tout. Elle a eu l'air surprise. Comme si elle s'attendait à de la résistance, des larmes, une scène dramatique. Mais je n'avais plus rien à offrir. Il ne restait que le vide. « C'est tout ?» a-t-elle demandé, presque déçue. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Bianca? Que tu me brises le cœur? Que je pense que tu fais une erreur? Que ta famille t'a lavé le cerveau? Est-ce que ça changerait quoi que ce soit? » Elle n'a rien répondu. Parce qu'on savait tous les deux que non. 2 jours plus tard, elle a étalé sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux. Même pas une semaine après notre rupture. Ils étaient là, tenus assortis, dans un hôtel de luxe au Hampton, son bras autour de sa taille, son sourire grand, léger, insouciant. Légende, j'ai trouvé mon pour toujours. Pendant ce temps, je dormais encore du même côté du lit qu'on partageait. Je retrouvais encore des cheveux à elle dans le siphon de la douche. Je mettais encore, sans y penser, ses céréales préférées dans mon caddie au supermarché. J'aimerais pouvoir dire que j'ai transformé toute cette douleur en motivation. Que mon cœur brisé m'a propulsé vers le succès, façon film inspirant. Mais ce serait un mensonge. La vérité, c'est que j'ai touché le fond. Ma start-up a coulé 1 mois après la rupture. Les investisseurs ont fui quand notre prototype a planté pendant une présentation cruciale. J'ai perdu l'appart, impossible de payer le loyer sans taper dans des économies déjà presque épuisées. Et ma confiance en moi, en miettes. J'ai fini par aller vivre chez mon ami Luc, un pote que je connais depuis la première année de fac. Il n'a jamais trop compris ma relation avec Bianca, mais il m'a toujours soutenu. Son appart était encore plus petit que le mien, mais il a vidé la moitié de son placard et m'a laissé, moi et Pixel, dormir dans la chambre d'amis sans jamais se plaindre. Ça, c'est un vrai ami. J'ai commencé à chercher n'importe quel boulot pour payer les factures, tout en regardant la nouvelle vie parfaite de Bianca se dérouler en ligne. Je sais, j'aurais dû la bloquer, supprimer les applis, faire quelque chose, mais il y a quelque chose de presque masochiste dans la douleur d'un cœur brisé qui nous pousse à continuer de regarder. Vacances de luxe dans des endroits que je n'avais vus que dans des films, dîner hors de prix dans des restos où le menu n'affiche même pas les prix, cadeaux qui valaient plus que tout mon patrimoine. Chaque publication ressemblait à un doigt d'honneur, comme si elle disait, « Tu vois. C'est ça que je mérite, pas toi. » Et le pire? Sa famille avait raison. Je n'avais rien à montrer après tant d'efforts. Des années gaspillées à courir derrière un rêve qui ne menait nulle part, pendant qu'Adrien, avec ses costumes sur mesure et son salaire à 6 chiffres, recevait tout sur un plateau. J'ai touché le fond quand je les ai croisés, Bianca et Adrien, dans un café du centre-ville. J'étais là pour récupérer une commande Uber Eats, voilà où j'en étais, livrer de la bouffe pour survivre. Dans les mêmes restos où je dînais autrefois, je venais désormais chercher des sacs en espérant un bon pourboire. La clim de ma voiture était en panne, je transpirais dans mon t-shirt après un shift de 10 heures, et mon téléphone était à 15% de batterie. Ils étaient assis en terrasse, en train de rire, main dans la main, sortis tout droit d'une pub de luxe. Elle avait une nouvelle coupe chère, stylée, du genre qu'on ne trouve pas dans les salons de quartier. Lui portait des lunettes de soleil qui devaient coûter plus cher que toutes mes fringues réunies. Elle m'a vu, a interrompu son rire, nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose, du regret, peut-être de la culpabilité. Mais c'est vite parti, remplacé par ce sourire poli qu'on réserve aux livreurs ou aux vieilles connaissances. Comme si je n'étais qu'un inconnu triste qu'elle avait autrefois connu. Ce moment a cassé quelque chose en moi. Ce fut le dernier jour où je me suis permis d'être une blague. Je suis retourné chez Luc, j'ai supprimé toutes les applis de réseaux sociaux et j'ai pris une décision, stop à la pitié. Stop à l'obsession pour la vie parfaite de Bianca sur Instagram. Stop aux excuses. J'ai tout coupé, les réseaux, les distractions, l'auto-apitoiement. Je suis passé en mode reconstruction totale. Je dormais 4 heures par nuit, bossais dans 2 jobs Uber Eats la journée, réassort en supermarché la nuit et passais chaque seconde libre à reconstruire ma start-up depuis zéro. Mais cette fois, j'ai fait les choses autrement. J'ai été plus malin. Fini de courir après les investisseurs avec des idées à moitié cuites et des pitchs tape à accent grave l'œil. J'ai appris à construire pour de vrai avant de demander de l'argent. Fini la confiance facile.
J'ai gardé mon cercle petit, en gros Luc et 2 potes fidèles, et j'ai travaillé en silence. J'ai écarté les distractions, pris mes distances avec les amis qui ne faisaient que se plaindre de leur vie et je me suis concentré sur les résultats. Luc a été un saint durant toute cette période. Il me ramenait du café pendant mes nuits blanches, me rappelait de manger autre chose que des barres protéinées, et ne s'est jamais plaint que j'avais transformé son salon en bureau improvisé. Il m'a même aidé à décrocher des rendez-vous avec ses contacts quand j'ai tenté de trouver mes premiers clients. Ce mec mérite sa propre success story, et t'en fais pas, il l'a eu. Aujourd'hui, il cartonne dans le job de ses rêves et vient d'acheter sa première maison. Pendant 2 ans, j'ai disparu du monde de Bianca. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, avec qui elle était, si elle était heureuse et honnêtement, j'avais cessé de m'en soucier. Pendant qu'elle jouait à la parfaite petite femme avec Adrien, moi, je bossais comme jamais je ne l'avais fait. Ma nouvelle idée de start-up est née de mon échec. Plutôt que d'essayer de créer une appli révolutionnaire pour le grand public, je suis passé à la Legal Tech B2B, plus précisément, l'analyse de contrats via l'intelligence artificielle. Mon outil faisait en quelques secondes ce que les jeunes avocats mettaient des heures à faire. Ce n'était pas glamour, rien de viral, mais ça réglait un vrai problème que j'avais moi-même rencontré en essayant de comprendre les contrats dans ma start-up précédente. Et puis tout a changé. Un jour, ma start-up a trouvé son marché. Un article viral dans une publication du secteur. Un témoignage d'un gros client qui a ouvert des portes. D'un coup, je ne me battais plus, je grandissais à toute vitesse. Les entreprises ont commencé à venir à moi. Les investisseurs m'appelaient, pas l'inverse. Et soudain, l'entreprise que tout le monde tournait en ridicule se retrouvait en concurrence directe avec des cabinets comme celui d'Adrien. Et il allait bientôt le découvrir, de la pire façon possible. 2 ans. C'est ce qu'il a fallu. 2 ans de travail en silence, d'heures folles, à surmonter chaque obstacle, et ils ont été nombreux. J'ai failli abandonner, il y a eu des moments où j'ai vraiment cru que Bianca et sa famille avaient raison à mon sujet. Mais j'ai continué. J'avais désormais une équipe incroyable, des gens qui croyaient à ma vision, qui travaillaient autant que moi, qui étaient devenus une vraie famille. On avait nos blagues internes, le rituel du vendredi après-midi avec des bières sur la terrasse du bureau, et ces histoires de nuits blanches passées à coder pour des deadlines impossibles qu'on réussissait toujours à tenir. Et puis, tout a commencé à s'aligner. Ma start-up est passée de la survie à une croissance fulgurante. On a décroché un client majeur, l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats du pays. Ça a ouvert des portes, plus de contrats, plus d'investisseurs, plus de reconnaissance dans le secteur. En quelques mois, on s'est étendu à l'international, avec des bureaux à Londres et à Singapour. Mais le vrai retournement de situation s'est produit dans notre plus grand marché, la Legal Tech financière, exactement le domaine dans lequel Adrien travaillait. Nos outils d'IA ont rendu obsolètes les jeunes associés des grands cabinets, en automatisant le travail répétitif que des gars comme Adrien devaient faire au début de leur carrière. En d'autres mots, on menaçait directement l'avenir de son cabinet, et il ne savait même pas qui était derrière tout ça. La première fois que j'ai revu Bianca, c'était complètement inattendu. J'étais intervenant à un événement ultra select du secteur, 1 an plus tôt, je n'aurais même pas pu me permettre un billet d'entrée, maintenant, j'étais l'un des conférenciers principaux, expliquant comment notre technologie révolutionnait les services juridiques. À la fin, alors que je serrais des mains d'investisseurs et de dirigeants, vêtus d'un costume enfin bien taillé, j'ai aperçu ses parents de l'autre côté de la salle. Ils semblaient différents, moins arrogants, moins condescendants. Ils m'ont reconnu tout de suite. Les yeux de sa mère se sont écarquillés, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres. Son père, qui se moquait de moi autrefois, m'a adressé un hochement de tête lent, comme s'il me jugeait enfin digne de respect. Et puis j'ai vu Bianca, figée, immobile, me fixant comme si elle voyait un fantôme. Elle était belle, bien sûr, mais différente. Le sourire insouciant d'Instagram avait disparu. On ne s'est pas approché, mais j'ai vu son expression passer de la stupeur à la réalisation, puis à ce qui ressemblait beaucoup à du regret. À partir de cette soirée-là, tout a commencé à se détériorer pour Bianca et Adrien. J'ai appris par des amis communs qu'il était exactement ce que j'imaginais, froid, obsédé par son image, contrôlant, il traitait Bianca comme un accessoire, pas comme une partenaire. Au début, elle adorait le glamour, les voyages de luxe, les dîners chics, la validation sur les réseaux. Mais quand la lune de miel s'est terminée, la réalité l'a rattrapée. Adrien n'était jamais à la maison, toujours en train de travailler ou de faire du réseau, ce qui, visiblement,
impliquait beaucoup de soirées tardives avec des collègues féminines. Il contrôlait tout, l'argent, les vêtements qu'elle portait, ce qu'elle pouvait dire en public, avec qui elle avait le droit d'interagir. Et le pire? Ses parents le soutenaient toujours. Quand elle n'était plus le trophée, c'est Adrien qui l'était. Elle avait tout abandonné pour la sécurité, et maintenant, elle souffrait, enchaînée à des menottes dorées. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation du père de Bianca. Lui-même m'avait convié à une réunion d'affaires privée, un événement ultra select, avec des poignées de main en coulisses et des cognacs à 200 $ le verre. Il y a des années, ils auraient ri à l'idée de m'y voir, maintenant, ils voulaient que je sois dans la pièce. J'ai accepté, pas parce que je cherchais leur approbation, mais parce que je savais pourquoi ils m'invitaient, j'étais en train de gagner, et ils voulaient une part de mon succès. Je suis arrivé à l'heure, oui, parce que maintenant je pouvais. J'ai vu Bianca et Adrien ensemble. Lui semblait différent, tendu, les épaules crispées, les yeux rivés à son téléphone, son cabinet allait mal, et je savais pourquoi. Mon entreprise avait absorbé une grosse partie de leurs clients, grâce à un logiciel qui faisait le travail de jeunes associés pour une fraction du prix. Les cabinets migraient en masse vers notre plateforme. Peut-être qu'ils ne savaient pas encore que j'étais derrière tout ça. Mais Bianca, elle, le savait. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu sur son visage ce même regret, en bien pire. Une semaine plus tard, elle m'a recontacté. J'avais déjà supprimé son numéro, mais le message est quand même arrivé. Salut, ça fait longtemps. On pourrait parler un de ces jours? J'ai ignoré. Le lendemain, elle a réessayé. Je sais que ça s'est mal fini, mais j'ai beaucoup repensé à tout ça. Nos conversations me manquent. J'ai encore ignoré. Jusqu'à ce qu'elle tente le tout pour le tout, elle s'est présentée à mon bureau. Il était environ 20 h, mon équipe était déjà partie, et je terminais quelques mails quand la réceptionniste a annoncé. Il y a une femme ici qui souhaite vous parler. Elle dit que c'est important. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. J'ai hésité une seconde à la faire renvoyer, mais là, j'ai compris, c'était mon moment. Je l'ai laissée entrer. Elle est entrée avec hésitation, jetant un coup d'œil autour de mon bureau d'angle, avec ses fenêtres du sol au plafond et ses meubles modernes, un contraste total avec le petit appartement que nous partagions autrefois. Sa confiance avait disparu, la fille arrogante qui disait que je n'étais pas à son niveau n'existait plus. Maintenant, elle semblait nerveuse, presque recroquevillée. « Salut », dit-elle à voix basse, avec un sourire triste. « Ça fait longtemps. » Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, les bras croisés, l'observant se tortiller sous mon regard. Elle a hésité, puis a pris une grande inspiration. « Je me suis trompé », a-t-elle admis. « Surtout. J'ai écouté ma famille et j'ai jeté quelque chose de vrai pour quelque chose de faux. » Elle se mordit la lèvre, cherchant une quelconque réaction sur mon visage. « Tu me manques », murmura-t-elle. « Nous me manquons. » J'ai incliné la tête. « Nous », ai-je répété. Elle acquiesça rapidement, les yeux brillants d'espoir. « Je sais que je t'ai blessé, mais, peut-être qu'on pourrait tout recommencer ?» Je l'ai regardé longuement, puis j'ai ri, pas avec colère, ni avec amertume, juste amusé. « Recommencer », ai-je répété en secouant la tête. « Bianca, tout s'est terminé le jour où tu as choisi, eux, au lieu de moi. » Elle a frissonné, mais je n'avais pas fini. « Tu ne me voulais pas quand j'étais fauché, tu ne croyais pas en moi quand je luttais, mais maintenant que j'ai réussi, tu veux revenir. » Son visage s'est décomposé. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume qui m'allait enfin parfaitement, taillée sur mesure chez le même tailleur qui habillait probablement Adrien. « Bianca, je ne pense plus à toi. Tu ne me manques pas. Et je n'ai certainement pas besoin de toi. » Pour donner le coup de grâce, la porte de mon bureau s'est ouverte et ma copine est entrée, une brillante conceptrice de produits que j'ai rencontrée lors d'une conférence tech, qui croyait en ma boîte quand on bossait encore dans l'appartement de Luc, une femme belle et intelligente, qui éclipsait Bianca sur tous les plans. Le visage de Bianca est devenu livide. Je me suis tourné vers ma copine, lui ai adressé un sourire chaleureux, puis j'ai regardé Bianca de nouveau. « Tu vois ? J'ai fini par trouver quelqu'un à ma hauteur. Mais ce n'était pas toi. » Sur ce, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, que j'ai refermée derrière elle. Mais ce n'était pas la fin, juste le début des vraies conséquences. Quelques semaines plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le cabinet d'Adrien était en grave difficulté.
Notre Legal Tech alimenté par l'IA séduisait des clients à une vitesse folle, un service plus rapide, des tarifs plus bas, une efficacité redoutable. Ce qu'ils faisaient en heures, nous le faisions en minutes. Leur cabinet perdait de l'argent à essayer de suivre, et au lieu de s'adapter, les associés paniquaient. J'ai appris par des contacts qu'Adrien perdait pied en coulisses. Il bossait plus de 80 heures par semaine, s'épuisant à tenter de retenir les plus gros clients. Il engueulait les jeunes associés, et explosait contre ses équipes. Les investisseurs se retiraient, voyant en son cabinet un dinosaure dépassé dans un marché qu'il ne contrôlait plus. Et le pire ? Adrien ne savait toujours pas que j'étais derrière tout ça. Pendant qu'il s'effondrait au boulot, les parents de Bianca paniquaient aussi. Pendant des années, ils m'avaient traité comme un raté indigne de leur fille. Maintenant, ce raté était plus riche, plus puissant et plus respecté que tout leur cercle social. Tout à coup, ils voulaient faire comme si le passé n'avait jamais existé. Ça a commencé par de petits gestes. La mère de Bianca m'a envoyé un email poli pour me féliciter de mon succès. Son père m'a mentionné dans une interview, m'appelant l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de la décennie. Ils m'ont invité à un autre événement business, présenté comme une opportunité de réseautage. J'ai tout ignoré. Jusqu'à ce que le père de Bianca m'appelle directement. « Fiston, faut qu'on parle », a-t-il dit d'un ton affectueux, comme si nous n'avions pas été en guerre silencieuse pendant des années. Je l'ai laissé parler de « partenariat » et de « l'eau passée », jusqu'à ce qu'il arrive, après une pause, à ce qu'il voulait vraiment dire. Tu sais, Bianca a fait une erreur. On le sait tous. Mais elle traverse une période difficile, et je pense que ce serait bien que vous deux vous asseyiez. Je l'ai interrompu, j'ai raccroché. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste une tentative de limiter les dégâts dans leur intérêt. Ce fut la dernière fois que j'ai répondu à un appel de la famille Whitmore. Le moment où Adrien a enfin compris que j'étais le responsable de sa chute fut glorieux. J'étais à un grand congrès business, intervenant dans un panel sur l'avenir de l'IA dans le droit. Le PDG d'un grand cabinet m'a publiquement félicité. Ces gars changent les règles du jeu. Même certains des plus gros cabinets peinent à suivre, y compris des noms très traditionnels qu'on connaît tous. La caméra a balayé la salle et, au milieu du public, se trouvait Adrien. Son visage était livide, son expression mêlant choc et horreur en réalisant que je n'étais pas juste l'ex de sa copine. J'étais l'homme qui détruisait sa carrière. Plus tard, dans la soirée, j'ai reçu un message d'un contact commun. « Frère, Adrien a pété un câble en réunion aujourd'hui. Tu dois voir ça. » Apparemment, pendant une réunion stratégique, l'un des associés a cité mon entreprise comme exemple de la concurrence à battre et il a complètement vrillé, frappant la table, hurlant sur ses patrons, me traitant de « charlatan chanceux » et affirmant qu'on allait faire faillite et disparaître. Le problème, c'est que personne ne riait avec lui, il le regardait comme s'il avait perdu la tête. Il comprenait enfin ce que moi je savais déjà, Adrien n'était pas l'avenir. J'aurais pu m'arrêter là, mais non, je voulais clôturer cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous voyez, il me restait encore un dernier coup à jouer. Des mois plus tard, mon entreprise était prête pour sa plus grande acquisition, nous avons racheté un cabinet d'avocats plus petit, mais extrêmement influent, concurrent direct d'Adrien. Ce n'était pas qu'un simple mouvement stratégique, c'était un échec et mat. Avec l'affaire conclue, nous avons attiré plusieurs de ses clients les plus importants et, en un clin d'œil, le cabinet d'Adrien s'est effondré. En 6 mois, ils ont été contraints de fusionner avec un concurrent. Adrien a perdu son statut d'associé, a cessé d'être patron, il est redevenu un simple employé, à faire le travail de base dont il se vantait tant d'avoir échappé des années auparavant. Et Bianca ? Elle s'est mariée à un homme dont la carrière s'est effondrée. Tout comme elle m'avait quitté en quête de sécurité, elle se retrouvait désormais coincée avec quelqu'un qui avait tout perdu. Et moi ? J'ai remporté ma victoire non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. J'ai reconstruit ma vie à partir de rien, créé quelque chose de significatif et trouvé le bonheur à mes propres conditions. J'ai croisé Bianca une dernière fois dans un lounge d'aéroport, rien de glamour, probablement avant mon vol pour Tokyo, alors que j'étendais ma société en Asie. Elle était assise seule, fixant son téléphone, sans sac de marque, sans bijoux coûteux. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, sa vie parfaite lui avait présenté la facture. Quand elle m'a vu, j'ai perçu une lueur d'espoir dans ses yeux, comme si elle allait venir vers moi. Je me suis contenté de secouer la tête, je me suis retourné, j'ai embarqué en première classe et je ne me suis jamais retourné. Au final,
je n'ai pas eu besoin de détruire Bianca, elle s'est détruite toute seule. Elle a échangé un amour authentique contre du statut, et ce statut a disparu. Adrien, autrefois le parfait pourvoyeur, n'était plus qu'un avocat discrédité luttant pour rester à flot. Leur vie de rêve s'était réduite à la médiocrité. Pendant ce temps, j'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, une entreprise dominante dans le secteur, de vrais amis, une vie bâtie de mes mains et une relation avec quelqu'un qui avait vraiment cru en moi. Je n'ai jamais répondu au dernier message de Bianca, ni reconnu ses tentatives discrètes de reprendre contact, parce qu'au final, la meilleure vengeance n'a jamais été de ruiner sa vie, c'était simplement de vivre mieux, plus heureux, et sans elle. TL, DR, ma copine m'a quitté parce que je n'étais pas assez réussi pour sa famille. 2 ans plus tard, ma start-up a ruiné la carrière de son nouveau copain, et j'ai regardé leur vie, parfaite, s'effondrer pendant que la mienne prospérait. Eddie, waouh, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour les récompenses et les commentaires. Pour répondre à quelques questions fréquentes, oui, je suis toujours avec ma copine géniale depuis 1 an et demi, Pixel, le chat, est toujours là au bureau pet-friendly et mène la belle vie, et l'entreprise continue de grandir. Et non, je ne ressens aucun remords pour ce qui est arrivé à Adrien. Eddie 2, pour ceux qui demandent si c'est réel ou inventé, j'aimerais que ce soit une fiction, mais j'ai juste changé certains détails pour préserver la confidentialité. L'histoire centrale, elle, est 100% vraie. Parfois, la vie se déroule vraiment comme un film de cinéma. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? À mon avis, cette histoire n'est pas juste une revanche professionnelle, c'est une leçon de vie. Parfois, ceux qui nous rejettent finissent par courir après ce qu'ils ont eux-mêmes détruit. Mais le vrai pouvoir, c'est de rester fidèle à soi-même, de se reconstruire, et de réussir sans jamais avoir besoin de se venger. La meilleure réponse, c'est toujours de vivre mieux. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.